Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette petite séquence pour vous parler d'une routine qui s'appelle Savers. Savers. Pour silence, affirmation, visualization, exercise, ce qui nous occupe actuellement, reading, scribing. À bientôt. Bonjour les amis, donc je continue à vous parler du Savers. Vous vous souvenez, cet acronyme pour Silence, Affirmation, Visualization, Exercise, Reading, Scribing. Donc dans cette partie, je voulais vous parler du silence. On dirait le silence ouvre les portes de l'âme. Pourquoi est-ce si important de commencer sa journée dans le silence, dans une certaine quiétude, comme je le fais actuellement dans un endroit de verdure et agréable, pour limiter le bruit du cerveau, c'est-à-dire faire baisser la température du cerveau, faire baisser les pensées parasites, essayer de faire l'ardoise magique, le tableau blanc, qui va permettre d'écrire des nouvelles pages de pensée tous les jours et laisser remonter des idées à la manière des petites bulles d'air qui remontent très lentement à la surface de l'eau et que l'on va pouvoir discerner à condition que l'eau soit calme. Donc il s'agit de faire l'eau calme dans son cerveau et ainsi de pouvoir capter les signaux faibles, c'est-à-dire ces pensées paradoxales, inattendues et qui sont assez discrètes et qu'on va pouvoir saisir délicatement à la manière d'une bulle de savon. Voilà pourquoi c'est si important de commencer sa journée par le silence pour établir ce processus de reprogrammation en phase avec des pensées les plus profondes et pour employer un gros mot, pour se connecter avec son subconscient. Voilà, à bientôt pour la suite. Bonne journée. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur le golfe de Torremiron, le lieu où sont organisés nos bootcamps en développement personnel pour les opérationnels en recherche clinique, mais aussi pour les personnels opérationnels dans les organisations qui se veulent hautement fiables. Nous avons commencé à évoquer le Savers. Vous avez déjà entendu parler du silence. Et je voulais ce soir vous parler de l'affirmation. Et je vais prendre l'allégorie du golf. Vous voyez, sur un golf, il y a un point de départ qu'on appelle le tee. Et puis il y a un point d'arrivée qu'on voit un peu plus loin là-bas avec le drapeau, qui est un trou qui fait une dizaine de centimètres. Et on voit le joueur qui arrive au bout de sa partie et qui va peter la balle dans le trou après un parcours de 300 ou 400 mètres. Donc vous voyez la précision du jeu, c'est-à-dire une balle de 5 cm qu'il va falloir mettre en 3, 4 ou 5 coups dans un trou de 10 cm. C'est dire qu'il faut une intention forte pour aboutir à ce résultat et il faut que l'intention du joueur soit extrêmement puissante et élaborée et préparée mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'il y a une verticalité, un alignement vertical qui se produit entre le joueur, son club, la balle, l'environnement, le parcours et l'objectif qui est de rentrer la balle de 5 cm dans un trou de 10 cm après un parcours de 300 ou 400 mètres. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette métaphore nous permet de comprendre que c'est l'intention qui permet d'aller vers l'objectif. Et que cette affirmation doit reposer sur un objectif clair. Et peut-être faut-il commencer par l'objectif. Et ensuite, remonter le parcours pour aboutir à son point de départ. C'est assez contre-intuitif, mais c'est ainsi qu'on conduit des projets. Que ce soit des projets de recherche contre-intuitifs, de partir de l'objectif, pour remonter jusqu'au point de départ, le tee, au niveau du golf. Hein. Le tee, c'est le point de départ, c'est là où on commence à taper la première balle. Pourquoi c'est si important de commencer par la fin quand on définit un projet et qu'on veut aboutir précisément à un objectif ambitieux? Parce que l'objectif est la seule chose dans l'environnement du projet qui va rester stable, qui doit rester stable. De la même façon que le trou du golf, qui est compris dans le green, ne va pas bouger. Tout le reste autour de lui va bouger.
l'environnement va bouger. Il y aura du vent, le terrain peut être accidenté. Le joueur peut avoir une instabilité dans sa position. Le mouvement du club peut être imparfait. Donc dans l'atteinte de l'objectif, tout bouge sauf l'objectif, le trou de 5 cm. Donc l'idée c'est, dans la conduite d'un projet, de toujours s'appuyer sur ce qui ne bouge pas et rendre l'objectif fixe. En tout cas, rendre la destination relativement certaine et bien définie. C'est ce qui va garantir que l'ensemble du processus sera aligné sur cet objectif. Et pour reprendre la métaphore, donc c'est parce que le joueur a l'intention de mettre cette balle dans le trou qu'il va produire des gestes de précision et avec la bonne intensité. Oui, il se passe plein de choses sur ce golf. Je fais une petite parenthèse. Ce soir, on a un mariage. Donc c'est un autre événement qui s'organise ici sur ce site merveilleux. Alors, c'est un endroit qui est fait pour organiser des événements. Alors évidemment, nous, ce qu'on fera, c'est pas des mariages. Mais le team building, c'est une façon aussi de contractualiser des relations avec son équipe. Alors comme je vous disais, tout bouge autour du joueur. L'environnement, le vent, le club, la position du joueur, la vitesse du club. Et donc les probabilités d'échec sont assez importantes pour atteindre l'objectif final. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les statistiques sur la gestion de projet, car on sait que seuls 60% des projets aboutissent, et encore, on ne respecte que 40% des spécifications initiales. Et donc il faut apprendre à échouer beaucoup pour réussir au golf l'objectif ambitieux de rentrer une balle de 5 cm dans un trou de 10 cm. Et ça se passe ici, sur ce qu'on appelle le practice, vous voyez. C'est un lieu d'entraînement où on va retrouver des tis, des distances, des objectifs à atteindre. On voit un filet, un pneu, un peu plus loin on voit un drapeau. Il s'agit de simuler les approches, les drives, les approches, les putts, toutes les manœuvres qui permettront d'aller le plus vite possible à l'objectif. Et donc ici, sur ce lieu, les joueurs apprennent à échouer et apprennent de leurs échecs pour régler les coups afin d'atteindre l'objectif. Voilà un enseignement. Et voilà aussi en quoi consiste l'affirmation. Pour affirmer quelque chose, pour s'affirmer, il faut échouer et comprendre pourquoi on a échoué et optimiser le geste jusqu'à la perfection. Sachant que le geste du golf se joue, si on prend la position du club, une variation de 1 mm au moment d'impact produit des dizaines de mètres de différence d'objectif à l'arrivée. Donc l'affirmation repose sur une ambition forte, un objectif très élevé, et puis de la répétition, comme on le voit ici également sur ce qu'on appelle le putting green, c'est-à-dire la zone où on s'entraîne au putt, c'est-à-dire à la manœuvre la plus fine du golf qui consiste à pousser délicatement la balle dans le trou lorsqu'on se trouve sur la partie la plus lisse du golf qui est le green. Et pareil, on va répéter, échouer et comprendre ce qui s'est passé avec l'échec pour affiner cet alignement entre le joueur, la balle, le club, l'environnement et l'objectif. Donc l'affirmation, pour conclure, c'est une question d'alignement. Il faut que la volonté, cette affirmation d'atteindre l'objectif soit alignée avec l'ensemble des outils à la disposition des équipiers, du joueur, la qualité des outils, la qualité des objectifs, la qualité de l'entraînement, la qualité de la répétition, la bonne compréhension des échecs, et c'est cet alignement qui va produire l'effet escompté à condition de s'appuyer sur quelque chose qui est relativement fixe dans l'environnement projet, qui est l'objectif. Et cet objectif, pour être mobilisateur, doit être très ambitieux. Pour cette raison que beaucoup de joueurs viennent ici passer beaucoup de temps et dépenser de l'argent, parce que l'objectif du golf est très ambitieux. Rentrer une balle de 5 cm dans un trou de 10 cm sur une distance de 300-400 mètres. Finalement, c'est la difficulté de ce jeu qui est ancré, l'intérêt, et qui passionne autant les gens qui viennent ici. Et bien dans un management de projet, il en est de même. Il faut que l'objectif soit extrêmement ambitieux pour être fédérateur. Et il faut qu'il soit suffisamment fixe au cours du temps pour que les équipiers aient envie de l'atteindre. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. À bientôt pour la suite. Bonne soirée.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite séance de relaxation pour reprendre notre Savers et nous intéresser cette fois-ci à la visualisation. Visualisation mentale qui rejoint cette idée de l'affirmation, mais de façon plus imagée, c'est-à-dire que nous allons imaginer l'aboutissement du projet, nous allons visualiser le projet accompli. Et ce projet, ça peut être la meilleure version de nous-mêmes. Quelle est la meilleure version de nous-mêmes? En d'autres termes, quelle est la personne que nous rêvons d'être? C'est ça le point de départ qu'on a vu aussi dans l'affirmation, commençant par le point d'aboutissement. Donc la première chose, c'est essayer de saisir l'avatar de cette meilleure version de nous-mêmes, à qui ressemblerait la version la plus aboutie de nous-mêmes. Quel est le personnage qui nous inspire? Une fois défini ce personnage idéal, idéalisé peut-être, pourquoi pas, on va au quotidien tenter de se rapprocher de cet idéal type par la visualisation. Donc on regarde le point d'aboutissement. Souvenez-vous de l'allégorie du golf. Bien visualiser l'emplacement du trou sur de longues distances. De la même façon, imaginez cet avatar dans un futur relativement lointain, 10 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, ou imaginez un projet à réaliser, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, et visualiser son aboutissement. Et au quotidien, par ajustements successifs, par essai, erreur, retour d'expérience, se rapprocher le plus possible de cet idéal type. Par ses apprentissages, par ses idées nouvelles, par ses comportements, essayer de se rapprocher au maximum de cet idéal tout en continuant à le visualiser pour l'internaliser dans sa pratique, dans sa pensée, dans ses modes d'action. Voilà à quoi correspond l'idée de visualisation. Visualisation mentale qui peut être renforcée par des activités de relaxation, ce que je fais actuellement, dans des moments privilégiés de silence, de relâchement, de la relaxation dirigée, de la relaxation sophronique, la sophrologie, et nous verrons qu'on peut même aller plus loin avec de la déconnexion sensorielle, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, se mettre dans des conditions qui permettent de visualiser, de se projeter dans cet idéal type, dans cet objectif lointain, ambitieux, et par ajustements successifs, quotidiens, se rapprocher le plus possible par ses paroles, par ses actes, par ses écrits, par ses comportements, de cet objectif par la visualisation. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. À bientôt. Donc je reviens sur cette routine Savers, particulièrement sur la lettre E, exercise. Pourquoi est-ce si important? Jadis déjà, il réalisait un esprit sain dans un corps sain. Pourquoi c'est si important de faire des exercices quand on veut développer sa capacité, son développement? Parce que l'exercice stimule la vascularisation du cerveau. C'est indispensable pour développer l'attention et le focus, qui va vous permettre de mieux mémoriser et d'avoir une meilleure activation neuronale. Voilà, une des premières raisons pour lesquelles l'exercice est très bon. Deuxièmement, parce qu'on fait sécréter des endorphines, des hormones du bonheur, de la sérotonine également, qui vont nous permettre d'avoir du peps toute la journée, d'avoir cette drogue naturelle qui va nous pousser vers l'avant dans la positivité. À bientôt. Bonjour les amis, tout d'abord je voulais vous remercier pour tous les likes et tous les encouragements que j'ai reçus sur la page Intelligence in Life. Merci pour ça, ça m'encourage à continuer, particulièrement sur le Savers. Nous arrivons à la lettre R de Reading. Pourquoi lire? Pourquoi est-ce si important? Déjà je voulais vous parler de mon expérience personnelle. Personnellement, je suis né dans une bibliothèque, on pourrait dire, j'ai grandi dans la bibliothèque de ma maman qui était professeur d'histoire et géographie. Je considère que c'est un privilège de caste, c'est-à-dire un avantage immérité dont j'ai fait quelque chose, j'ai fait des études, et ce qui me permet aujourd'hui de faire des choix dans ma vie assez libres. Est-ce qu'il y a une relation entre l'idée de lire, de grandir dans une bibliothèque et sa capacité à mener une vie libre? C'est la question qu'on se pose ici. Et donc si c'est vrai, si cette proposition se vérifie, alors il faut lire très régulièrement, probablement tous les jours, et si possible, le plus rapidement possible, pour acquérir des connaissances. C'est-à-dire des informations que nous aurions beaucoup de mal à trouver par nous-mêmes et que d'autres
dans l'histoire des sciences et techniques ou dans l'histoire de la littérature ont découvert avant nous, et ce depuis des millénaires, si on remonte jusqu'aux Grecs anciens. Voilà une première idée sur cette question de la lecture. La deuxième idée que je voulais vous proposer sur la lecture, c'est l'avantage du livre papier. Moi-même, je suis ingénieur en développement de systèmes d'information, je travaille beaucoup sur informatique, et pourtant, vous voyez, je lis des livres en papier. Pourquoi est-ce si important? Je posterai une vidéo dans le commentaire de celle-ci, qui est en espagnol et qui décrit de façon humoristique l'avantage du livre papier comme un objet technologique de dernière génération, qui évidemment a 2000 ans d'âge et qui permet précisément de pouvoir lire des écrits qui datent de 2000 ans, les écrits de la mer morte, les écrits de Qumran. Donc c'est un support durable, facile à exploiter, sans avoir besoin d'un outil pour l'exploiter. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est votre œil et un cerveau. Donc lire des livres papier, c'est une façon de s'asseoir et de travailler la connaissance de façon dialectique, je dirais, dans un dialogue entre soi-même et l'auteur. Et le livre papier permet également d'annoter, de corner des pages. Et ensuite, pourquoi pas, de numériser ces pages pour en faire des fiches de lecture, à ce moment-là, informatiques, bien informatiques, elles. Ça, c'est une possibilité. Mais personnellement, je considère que le livre papier est le meilleur outil, le meilleur support pour faire une lecture rapide, dialectique et méditative. Une autre idée que je voulais vous soumettre, c'est cette idée que, évidemment, il y a une trame de papier, mais il y a aussi, les caractères représentent une trame de pensée. Et cette trame de pensée parcourt l'ensemble des ouvrages que nous lisons, ceux que nous lisons et ceux que nous écrivons. Et ce qui me permet de faire le lien avec le terme suivant du Savers, qui est scribing, écrire. Eh bien moi, je pense qu'il y a une analogie entre les livres que je lis et ceux que je tente d'écrire ou que j'écris. C'est poursuivre la trame de pensée de l'humanité, prolonger les idées que l'on a lues, les retravailler, les rendre accessibles à l'époque moderne, les actualiser et, si possible, faire de la recherche et aller plus loin. Donc, vous voyez, il y a une œuvre commune à tous les livres qui est celle de l'humanité, qui est le savoir de l'humanité. Bien sûr, cette quantité de savoir aujourd'hui peut être très facilement mise à disposition au travers de l'informatique, au travers d'Internet, mais toujours, selon moi, commencer par travailler du livre papier pour entrer dans la trame matérielle d'un livre afin de pouvoir soi-même ensuite aller vers le scribing et tisser sa propre trame matérielle. Un ami égyptologue me disait qu'en égyptien, et particulièrement dans la langue ancienne des Égyptiens, écrire et tisser étaient le même mot, le même idéogramme représentait le tissage et l'écriture. C'est là-dessus que je finirai en vous disant à bientôt et encore merci pour m'avoir suivi si nombreux sur ces derniers posts. À bientôt. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cet ultime passage sur le Savers et donc le dernier terme du Savers qui est scribing, écrire. Donc dans la dernière partie, je vous parlais du reading et je développais cette idée que finalement les livres que nous lisons, ce que nous écrivons, c'est une trame de pensée humaine dans laquelle nous réactualisons, nous innovons sur des idées que nous allons pouvoir partager ou qui nous sont partagées. Donc ça, c'est l'idée générale de l'importance d'écrire au niveau global. Sur un plan plus personnel, écrire, c'est déjà passer à l'action. C'est déjà se mettre en mouvement. C'est déjà mettre sa pensée dans le sens d'une action possible. Lorsque j'écris ce que je vais faire, lorsque j'écris ce que j'ai fait, je mets l'action par écrit, je mets l'action en mouvement et je prends un engagement avec moi-même finalement. Ensuite, ça, c'est plutôt sur le plan de neurosciences, le fait d'écrire, et particulièrement d'écrire avec sa main et avec un stylo, mobilise des zones du cerveau différentes. On va parler donc de l'intelligence de la main. Je commence toujours par écrire sur du papier avec un stylo. Et pourtant, mon métier me porte à développer des systèmes d'information et du logiciel. Donc je suis évidemment féru d'informatique. Pour autant, lorsque j'écris, le premier jet, la première esquisse est une esquisse manuscrite. Je fais travailler ma main à l'écriture. Là que fondamentalement, on voit que écrire, c'est déjà passer à l'action. Car j'agis manuellement sur un support. Je me confronte à la matière en écrivant.
Je suis déjà dans l'action et ma main agit et mon cerveau avec elle. C'est l'intelligence de la main. C'est donc une intelligence agissante, déjà en couchant des mots sur le papier. Dans la dernière séquence, je parlais de cet ami égyptologue qui m'avait confié que dans l'égyptien ancien, le terme d'écriture et de tissage correspondait au même idéogramme. Et bien lorsqu'il m'a dit ça, je me suis rappelé de ma grand-mère qui faisait du tissage au crochet. Vous savez, lorsque ces vieilles dames crochettent des morceaux de coton pour en faire des nappes ou des rideaux festonnés. Et donc j'observais de longues heures ma grand-mère faire ceci. Et je me rendais compte que lorsqu'elle faisait cela, elle était dans une attitude méditative, elle soliloquait, elle se parlait à elle-même tout en faisant mouvement avec son crochet, ce mouvement qui était devenu automatique. Le fait d'écrire la mettait dans une situation d'évasion mentale. Donc en me rappelant ma grand-mère, je me suis dit, finalement, lorsque j'écris avec mon stylo, je reproduis un peu le même mouvement scriptural que ma grand-mère lorsqu'elle tissait des fils de coton. Et donc on retrouve cette allégorie du tissage, tisser sa pensée, relier des idées avec ce fil de l'intelligence acquise par la lecture et de l'intelligence que l'on va restituer en couchant soi-même ce tissage sur du papier. Puis après, on va pouvoir évidemment travailler ce contenu sur un ordinateur avec des traitements de texte et avec des logiciels qui vont nous permettre d'amplifier évidemment la qualité de façon plus quotidienne. Je dirais que écrire, ça permet de fixer ses idées, des idées du quotidien qui n'ont pas besoin d'être dans notre cerveau. Donc écrivez tout ce que vous n'avez pas à penser. Ça va de la liste de courses à la checklist, à la do list. Tout ce qui ne doit pas encombrer votre esprit, je vous recommande de l'écrire sur un agenda, sur un calendrier, sur un journal personnel. Donc n'encombrez pas votre esprit avec des éléments que vous pouvez écrire. Et puis, écrire, c'est déjà prendre un engagement avec soi-même. Donc écrivez vos idées, écrivez vos rêves. Commencez à vous mettre dans l'action en écrivant ce que vous voulez, en écrivant ce que vous êtes. Et cela vous mettra dans un état méditatif, fera travailler votre subconscient en vous projetant vers la réalisation de vos rêves. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît, ou en bas si ça vous plaît pas, bien sûr. J'attends vos commentaires et puis à très bientôt pour la suite.